Bonjour et bienvenue à télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et vous écoutez le toujours très populaire Mardi de Stu, qui n'est plus diffusé le mardi la plupart des semaines à cause de nos emplois du temps chargés. Stu. Pour aujourd'hui, ce sera donc le vendredi de Stu, comme c'est le cas de plus en plus souvent. Mais en nous voyant aujourd'hui, nos supérieurs vont bien comprendre que nous travaillons effectivement le vendredi. C'est vrai. Même un vendredi avant un long week-end, un vendredi d'été quand il fait beau, nous, on ne se la coule pas douce ici, on travaille jusqu'au week-end. C'est vrai, eh bien, ça se comprend, il se passe beaucoup de choses et puis on aime travailler. Oui, il se passe beaucoup de choses, ce qui pose problème. Stu et moi, on est plutôt intuitifs, on fait ça depuis longtemps et, espérons-le, vous êtes des abonnés depuis longtemps. Et si ce n'est pas le cas, abonnez-vous, suivez-nous là où vous écoutez vos balados, abonnez-vous sur YouTube pour nous voir tous les deux, deux des plus beaux visages du secteur des services financiers canadiens. Je crois que Stu a récemment gagné un prix pour son physique. Et puis, on commence toujours par un petit préambule. Comme on fait ça depuis si longtemps, on veut que ce soit une conversation naturelle. C'est, je pense, ce que les gens apprécient quand ils écoutent une balado, comme s'ils assistaient à une conversation que Stu et moi pourrions avoir au bureau. Et nous avons commencé à aborder tous les différents sujets que nous pouvions traiter aujourd'hui. Stu, comme vous le dites, il se passe beaucoup de choses pour un vendredi de juillet. Eh bien, il y a des sujets macroéconomiques, des sujets concernant des entreprises en particulier. Oui, il se passe beaucoup de choses. Alors, Stu, il y a eu des hauts et des bas dans cette guerre, de différentes manières, et on commence à avoir l'impression qu'elle va s'éterniser encore un peu. Elle a déjà duré plus longtemps qu'on l'aurait souhaité. En fait, on aurait préféré qu'elle ne commence jamais. Mais le résultat net, c'est que le prix du pétrole est repassé bien au-dessus des 80 $. Le rendement des obligations américaines à 10 ans a tout juste franchi hier la barre des 4,70%. Il faut donc examiner l'ensemble des conséquences de cette situation. Le pont Gordie Howe a ouvert aujourd'hui, mais les droits de douane sont de nouveau à l'ordre du jour. Du coup, ma petite entreprise de fabrication de bâtons de hockey que j'avais lancée avec les érables de mon jardin va devoir être mise en suspens, car les droits de douane sont de retour. Au vu de tout cela, Stu, qu'en est-il des portefeuilles que vous gérez? Eh bien, il faut d'abord se tourner vers les taux d'intérêt qui sont le fondement de la valorisation, entre autres choses. Les taux d'intérêt ont évolué dans une fourchette étroite ou peut-être à la limite supérieure de cette fourchette, comme vous le dites, autour de 4,6 ou 4,7%. Le taux d'intérêt réel s'est nettement amélioré au cours des 2 dernières années. Un peu plus élevé, il se situe à 2 pas de sa moyenne à long terme. Lorsque les cours du pétrole augmentent, il y a toujours ce genre d'équilibre délicat. La Réserve fédérale ou les banques centrales doivent-elles réagir à une éventuelle inflation à court terme provoquée par les prix de l'énergie en relevant les taux d'intérêt, ou doivent-elles reconnaître que la hausse des cours du pétrole elle-même freine dans une certaine mesure l'activité économique? C'est toujours un sujet délicat. Et cela dépend un peu du mandat de la Banque centrale. Les banques centrales européennes, dont le mandat est très axé sur l'inflation, réagissent souvent plus fréquemment que celles dotées d'un double mandat, où l'on est responsable à la fois de l'inflation et du chômage. Ne fait aucun doute que lorsque les cours du pétrole augmentent, cela finit par freiner diverses activités. La Réserve fédérale doit se prononcer la semaine prochaine. Le marché anticipe à une chance sur trois une hausse des taux d'intérêt. Comme je le disais, on ne sait jamais dans quel sens ils vont pencher, mais la combinaison de prix du pétrole plus élevé et de taux d'intérêt légèrement plus élevés également constitue en soi un facteur modérateur.
Les taux d'intérêt se situent dans une certaine fourchette et vous percevez un coupon. La grande différence dans la performance du rendement total des obligations par rapport à il y a 2 ou 3 ans réside dans le fait que le coupon est plus élevé. Si l'on prend l'exemple d'une obligation à 10 ans avec une duration de 7, la duration mesure l'ampleur de la variation du prix pour une variation de 100 points de base des taux d'intérêt. Si l'on passait de 4,7 à 5,7 vous pourriez perdre 7 sur une obligation à 10 ans. Vous auriez perçu 4,7 de coupons, ce qui vous ferait un résultat net de Moins 2,3%. Lorsque vous observez ces fluctuations de plus ou moins 20 points de base, vous ne constatez pas le même type de variation significative du prix sous-jacent de l'obligation que celle que vous auriez observée lorsque les taux étaient à 1 ou 2 Par ailleurs, les actions du secteur de l'énergie ont légèrement rebondi, mais elles ne s'envolent pas vers de nouveaux sommets. Je pense que cela reflète le fait que nous avons déjà connu cette tension par le passé. Lorsque les cours du pétrole ont atteint des sommets, les actions du secteur de l'énergie n'ont pas totalement suivi le mouvement. Lorsqu'elles se sont effondrées après la réouverture apparente du détroit pendant un certain temps, elles n'ont pas non plus chuté dans la même proportion. Je pense que c'est ce que disent les investisseurs dans les actions du secteur de l'énergie, c'est qu'il y a davantage de tensions sur le marché pétrolier, ce qui va générer des flux de trésorerie supplémentaires, et c'est pourquoi dans les deux sens, elles ont affiché des performances raisonnables. Mais ne devrait-il pas afficher une hausse plus spectaculaire? Eh bien, le détroit pourrait rouvrir, et s'il rouvrait et que les cours du pétrole s'effondraient, devrait-il baisser de manière significative? Les risques d'une succession d'ouvertures et de fermetures persistent. Les cours du pétrole et les actions du secteur pétrolier se portent bien. Le seul domaine du marché, et nous allions parler des secteurs qui ont été relativement peu performants, est celui de la consommation discrétionnaire. Les poids importants de ce secteur jouent un rôle, notamment des titres comme Tesla et autres. Mais si l'on considère l'action moyenne du secteur de la consommation discrétionnaire, elle n'a pas tiré le marché vers le haut. Et bien que l'économie se porte plutôt bien, historiquement, on avait l'habitude de dire que l'économie américaine repose à 70% sur la consommation. Le consommateur est donc le moteur. Or, cela n'a pas été le cas au cours des 3 à 6 derniers mois. C'est donc une différence notable. Ça s'explique en partie par les tensions liées à la hausse des taux d'intérêt et des prix de l'énergie qui pèsent sur la consommation et le marché immobilier. Certains segments importants de l'économie américaine ne tournent pas à plein régime. En revanche, le secteur qui tourne vraiment à plein régime est celui de la construction de centres de données. Et cette semaine, en tout cas, on observe d'importantes dépenses d'investissement. Cela a donc été favorable au secteur industriel. Cela a été favorable à certains segments de la technologie, mais cela soulève également un sujet de débat important. Nous pouvons en discuter un peu du point de vue purement économique. Je pense que ce sont là les 3 éléments à retenir. Et puis, bien sûr, le commerce, davantage de droits de douane. Par rapport à la première vague, le marché prend cela un peu mieux, car il sait que les droits de douane sont susceptibles de perdurer à un certain niveau. Une partie relève de la négociation, une autre consistera en un paiement effectif, mais là encore, nous avons connu cette semaine des événements qui ont permis au marché de se dire on a déjà vu ce film. Ce sont les événements inédits qui génèrent le plus d'incertitudes, n'est-ce pas? Alors voilà, nous en sommes concernant certains aspects de l'analyse, du haut vers le bas. Ouais, je pleure encore à chaque fois que je regarde Big Fish. Je ne sais pas pourquoi ce film me touche autant. La vie est belle aussi. Il y a de ces films qui me font pleurer. Il suffit de peu pour me faire verser une larme. Mais vous avez raison, l'impact s'atténue à chaque fois que l'on regarde un film triste. Mais vous avez parlé des centres de données, nous discutions de la situation des Houthis qui tirent actuellement des missiles. On a dû faire tout ce travail pour contourner le détroit d'Ormuz et trouver d'autres voies de sortie et maintenant vous en bloquez une autre. Et puis, il y a tout ce développement des infrastructures. En général, vous voyagez pas mal. Moi-même, je parcours tout le Canada.
Je me rends dans toutes sortes de villes, même les plus petites, et je n'ai jamais vu autant de chantiers, de travaux routiers, de bâtiments en construction, de tout. Cela se produit partout dans le monde d'ailleurs. Et puis, à cela s'ajoutent les centres de données. Une énorme dépense d'investissement. Oui, et ces dépenses d'investissement doivent bien provenir de quelque part. Vous avez entendu de nombreux PDG dire qu'avant la COVID, le monde était axé sur l'efficacité, alors qu'aujourd'hui, il est axé sur la résilience. La résilience nécessite davantage de capitaux. Donc, pour revenir à votre remarque concernant l'Arabie saoudite, auparavant, on faisait contourner la pointe du Cap et passer par le canal de Suez. Si l'on construit un oléoduc, cela revient en quelque sorte à dupliquer un actif dont on disposait déjà. Cela nécessite davantage de capitaux. Or, ces capitaux doivent bien provenir de quelque part. Le gouvernement doit les emprunter, il doit les détourner d'une autre forme de dépense. Tout cela relève des dépenses d'investissement. Cet argent doit donc provenir de quelque part. Les centres de données, par exemple, font l'objet d'un déploiement massif. Cette semaine, Google a augmenté ses dépenses d'investissement d'environ 180 à 200 milliards de dollars, quelque chose comme ça. 20 milliards pour une seule entreprise, c'est une somme considérable quand on parle d'une économie américaine de 30 000 milliards de dollars et qu'une seule entreprise va dépenser 20 milliards de dollars supplémentaires. Et cela nous ramène à la remarque sur les taux d'intérêt. Les taux réels se situent dans une fourchette normale, mais nous avons connu une longue période durant laquelle les banques centrales s'efforçaient de ramener l'inflation à 2% et les rendements étaient assez bas. Nous sommes désormais dans une période où les taux d'intérêt sont plus attractifs et les moments où l'on tire un certain rendement des obligations correspondent à des phases où l'économie traverse un léger ralentissement. Mais par ailleurs, si le monde devient plus intensif en capital, la demande de liquidité va augmenter. Et si la demande de liquidité augmente, leur coût augmentera également. C'est là l'un des grands changements de dynamique. Nous avons parlé des hyperscalers, ces acteurs qui fournissent les centres de données, Google et les autres. Auparavant, ils finançaient leurs dépenses sur leurs propres fonds, mais aujourd'hui, ils empruntent de l'argent et se disputent les capitaux. Ils doivent donc payer des intérêts sur ces capitaux pour poursuivre leur expansion. Cela a donné lieu à un autre sujet de débat sur le marché. Ce phénomène touche l'ensemble de l'économie, mais il est aussi très spécifique à chaque entreprise. Nous avons déjà évoqué par le passé les 4 facteurs qui déterminent l'évolution d'une action: le chiffre d'affaires, la marge, la valorisation et le capital mobilisé. Ainsi, si vous détenez une action bancaire, celle-ci génère 1 dollar de bénéfice dont la moitié vous est reversée sous forme de dividende. Ce capital me revient donc et je peux en disposer comme je l'entends. Je peux l'investir dans d'autres actions. Je peux aller le dépenser. Évidemment, je souhaite que la banque utilise à bon escient la moitié, qu'elle ne me redistribue pas, qu'elle accorde de nouveaux prêts, qu'elle stimule de nouvelles activités et qu'elle en tire un rendement. Mais lorsque le versement de dividendes est plus élevé, on ne se préoccupe pas tout à fait de la même manière de ce que l'entreprise va faire de son capital. Lorsqu'elle ne vous en restitue rien, qu'elle garde tout et qu'elle investit, le type de rendement qu'elle tire de cet investissement revêt une importance capitale. C'est là le sujet de débat qui revient sans cesse dans le domaine de l'intelligence artificielle. D'un côté, la demande est très forte. Tous ces cas d'utilisation vont-ils permettre aux entreprises de gagner de l'argent? Si je prévois d'investir 25 milliards de dollars supplémentaires dans mes dépenses d'investissement et que j'amortis ce capital sur 5 ans, cela va me coûter 5 milliards de dollars par an dans mon compte de résultats au titre de l'amortissement. Si je souhaite dégager une marge d'environ 30%, j'ai probablement besoin d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 milliards de dollars pour générer une marge d'exploitation de 3 milliards de dollars sur mon investissement en capital. C'est donc ça le problème auquel les gens sont confrontés pour obtenir des rendements. Et lorsque les entreprises disposent d'une grande marge de manœuvre pour faire fructifier leur capital avec des rendements plus élevés, leur valorisation augmente. Lorsque les gens s'inquiètent des rendements qu'ils vont obtenir sur le capital qu'ils dépensent, la valorisation diminue souvent jusqu'à ce qu'ils y voient plus clair.
Je vous donne un exemple un peu absurde. Si je possédais une entreprise et que vous me demandiez ce que j'allais faire de mon excédent de trésorerie et que je répondais, eh bien, je vais y mettre le feu. Vous auriez le droit de me dire que vous ne voulez pas attribuer de valeur si j'y mets le feu, bien sûr. C'est un peu absurde comme exemple, mais cela illustre mon propos. Un dollar qui reste entre les mains de la direction. Les actionnaires de l'entreprise dépendent fortement de la capacité de la direction à le faire fructifier. Ainsi, si celle-ci parvient à transformer cet excédent en 2 ou 3 dollars, c'est formidable. Si les investisseurs s'interrogent sur les rendements qu'ils vont obtenir, ils intègrent ce doute en faisant baisser le cours de l'action pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils voient des preuves que ça va marcher. Et c'est exactement ce que nous vivons en ce moment. Puis, on voit les dépenses d'investissement augmenter et les gens se disent, eh bien, c'est une bonne chose pour les actifs qu'ils vont acquérir. Mais il y a un autre camp qui affirme ils ne pourront pas continuer à acheter s'ils n'obtiennent pas de rendement, car en fin de compte, tout le monde finira par raisonner logiquement. Il y a donc beaucoup de dynamique à l'œuvre dans ce débat et les gens cherchent à y voir plus clair quant à la manière dont cela va se dérouler. Et c'est probablement la dernière évolution qui s'est produite cette semaine. Ouais, si je prends 20 $ à ma femme pour aller acheter un carton de lait et quelques autres courses et que je reviens à chaque fois avec juste un carton de lait et rien d'autre, à un moment donné, elle va me demander ce que j'ai ramené. Un carton de lait à 7 $. Il me reste 13 $ que je devrais dépenser à bon escient, mais ce n'est clairement pas le cas. J'en fais autre chose et je ne lui rends pas sous forme de dividende. Elle va donc commencer à avoir des doutes et à resserrer les cordons. Et c'est un peu ce que l'on observe chez certaines de ces entreprises. C'est tout simplement incroyable quand on parcourt les rapports qui sont publiés. Google a publié ses résultats cette semaine, vous l'avez dit, et a augmenté ses dépenses d'investissement. Le fait est que ces entreprises étaient autrefois de véritables vaches à lait. Elles ne faisaient que cracher de l'argent et aujourd'hui, elles affichent en réalité un flux de trésorerie négatif. Oui, c'est également un point vraiment important dans ce débat. Lorsqu'une entreprise dispose d'1 $ de flux de trésorerie, une partie doit être réinvestie dans ce qu'on appelle le capital d'entretien. Cela sert simplement à maintenir l'activité actuelle. Pour être clair, Google utilise ses flux de trésorerie pour investir dans l'avenir. On espère que ce capital générera un rendement et il en générera un dans une certaine mesure. Le débat porte simplement sur l'ampleur de ce rendement par rapport à leurs attentes. Prenons un secteur totalement différent comme celui des sociétés de pipeline. Une telle entreprise pourrait disposer d'1 milliard de dollars de flux de trésorerie disponible après versement des dividendes. Elle prendra ce milliard de dollars, empruntera peut-être 1,5 milliard de dollars en plus et investira 2,5 milliards dans de nouveaux projets pour continuer à stimuler la croissance. Elle affiche donc, elle aussi, un flux de trésorerie disponible négatif, mais cette partie provient des investissements. La différence réside dans le fait que pour certaines de ces anciennes entreprises stables, nous avons davantage confiance. Le rendement n'est peut-être pas spectaculaire, mais il se situe dans les limites fixées, ce qui nous permet d'en analyser très clairement le fonctionnement. Prenons l'exemple d'un service public où un rendement réglementé sur les capitaux propres est autorisé. Ainsi, si l'entreprise investit 1 $, nous savons qu'elle obtiendra ce rendement. C'est l'une des extrémités du spectre. À l'autre extrémité, c'est comme si j'investissais dans une entreprise en croissance. Je n'ai vraiment aucune idée de ce que pourraient être mes rendements. Ce centre de données se situe donc au milieu de ce spectre. Il va générer un rendement, mais la question est de savoir quelle sera son ampleur et dans quelle mesure il sera durable. Et c'est surtout après des périodes de forte croissance que le débat commence à s'enflammer. Et c'est en quelque sorte le point où nous en sommes en ce moment. Il m'arrive parfois, voire assez souvent, de poser des questions un peu naïves qui trahissent mes connaissances limitées par rapport aux vôtres. C'est d'ailleurs pour cela que vous êtes là, mais je pense que cela aide tout le monde à mieux comprendre. J'entends les analystes parler de flux de trésorerie disponibles positifs, ce qui est bien, ou négatifs, ce qui est mauvais. Mais il y a des nuances comme dans tout ce qui touche à l'investissement, et c'est justement pour ça que nous avons les mardis de Stu. C'est vrai.
C'est un plaisir de discuter avec vous. Bon, je pense qu'on a un peu dépassé le temps imparti sur certains de ces sujets. Vous avez couvert, je dirais, l'essentiel de ce qui se passe en ce moment et expliqué pourquoi nous nous trouvons dans une situation particulière. Vous avez aussi abordé certains aspects liés aux dépenses d'investissement et aux facteurs qui influencent l'évolution des cours de certaines actions. Je pense que la seule autre chose à aborder avant de conclure, pour revenir à notre point de départ, c'est que tout le monde ne termine pas sa semaine de travail en travaillant jusqu'à 17 heures le vendredi comme nous le faisons. Et cela reflète parfois la saisonnalité. Le marché boursier connaît lui aussi une saisonnalité. Nous sommes dans la période des jours de canicule de l'été, pour ainsi dire, et cela s'applique également au marché boursier, non? L'automne peut être une période un peu plus difficile sur les marchés boursiers. Août, septembre, octobre, si l'on examine les tendances saisonnières, ce ne sont pas les mois les plus dynamiques. Et nous avons affiché une très bonne tenue jusqu'à présent. Comme je le disais, certaines de ces discussions commencent à émerger, certaines de ces discussions n'aboutiront pas immédiatement. C'est l'un des facteurs à prendre en compte. Nous avons les élections de mi-mandat. Nous pourrions être confrontés à des défis à moyen terme au cours du second semestre, en particulier après une période de très bonne performance. Nous en tenons donc toujours compte également. Oui, et c'est pourquoi nous avons en fait atteint un record de 3 épisodes sans évoquer l'idée suivante. Même si le marché s'affaiblit, mais que vous investissez de nouveaux capitaux et que vous êtes un peu inquiet, vous ne devriez peut-être pas investir la totalité de votre argent en un coup. Il pourrait y avoir une stratégie qui fonctionnerait. Oui, ce sont les placements échelonnés, Dave. Ah bon? De quoi parlez-vous exactement? On réfléchit à la situation et évidemment, quand les marchés sont au plus haut, on se dit qu'on aurait aimé y participer, mais c'est tout simplement un excellent moyen de concilier un plan financier à long terme avec la manière dont on fait fructifier son capital sur une longue période. Et je sais qu'à terme, le contexte évoluera, que je tiendrai un bon coup moyen par rapport à mes objectifs financiers à long terme. Oui, ça a vraiment été une stratégie gagnante. On parle aussi toujours de diversification. On a vu ces marchés baissiers qui se succèdent dans différents secteurs. Et donc, la diversification, l'investissement régulier, tous ces principes de base de l'investissement dont on parle et qui semblent pourtant tellement ennuyeux quand on entend parler de telle action qui a fait ça et en peu de temps, ou de telle autre qui a fait ça sans parler de l'or, des crypto-monnaies, de toutes ces autres choses qui ont fait leur apparition au fil des années. Cela semble terne, inintéressant, mais se constituer un patrimoine avec succès sur le long terme est en réalité très enthousiasmant. Faut toutefois faire preuve de patience, appliquer ses principes et l'on s'en sort bien. C'est lorsque l'on oublie ces principes que l'on se fait généralement mal. Et ce sont précisément ces types de marchés qui, selon moi, nous enseignent vraiment bon nombre de ces leçons. C'est important de les apprendre le plus tôt possible. Tout à fait. Et même simplement en segmentant mentalement le capital en fonction des différents objectifs et en mettant en place un investissement à long terme qui répondra à des besoins se situant plusieurs années plus tard. Ce que l'on cherche vraiment à capter, c'est la croissance des bénéfices. Avec un peu de chance, on peut accélérer les rendements en misant sur des entreprises dont la valorisation s'améliore légèrement au fil du temps. Et on renouvelle constamment le portefeuille. Comme vous le dites, la diversification, tout ce dont nous avons parlé, la vigueur de l'économie, toutes sortes de choses. Qui aurait pensé que le secteur de la santé connaîtrait lui aussi une évolution raisonnable en bourse? Alors, il y a donc toujours des choses à faire. Il y a toujours des capitaux à retirer de ces secteurs qui reflètent peut-être un optimisme excessif pour les réinvestir là où il y a des rendements à obtenir. Et cela fait également partie du plan à long terme. Très bien.
Eh bien, Stu, passez un excellent week-end. Je crois que nous sommes à nouveau prévus en fin de la semaine prochaine. Donc, nous vous y retrouverons pour une nouvelle édition des Mardis de Stu. Merci encore. La présente balado a été préparée par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., RBC GMA, aux fins d'information à la date indiquée seulement. Elle n'a pas pour objet de fournir des conseils juridiques, comptables, fiscaux, financiers, liés au placement ou autres, et ne doit pas servir de fondement à de tels conseils. RBC GMA prend des mesures raisonnables pour fournir de l'information à jour, exacte et fiable, et croit qu'elle l'est lorsqu'elle est communiquée. Nous vous invitons à consulter votre conseiller avant de prendre des décisions fondées sur les renseignements qui figurent dans le présent contenu. Toutes les opinions correspondent à notre jugement et peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements présentés ici sont fournis de bonne foi, mais sans responsabilité légale. RBC GMA se réserve le droit à tout moment et sans préavis de corriger ou de modifier les renseignements ou de cesser de les publier.